Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette 5e micro-conférence. Nous sommes en chemin pour découvrir les fondamentaux d'un management adaptatif ou management coopératif. Et après avoir vu lors de la 4e micro-conférence la posture du guide, aujourd'hui nous allons nous arrêter sur la posture du conseiller. J'aimerais démarrer cette petite conférence par un écueil, un risque. C'est d'être trop expert métier quand on est manager. J'observe qu'aujourd'hui, en France en particulier, nous sommes dans un développement, une espèce d'excroissance du nombre de managers experts dans les entreprises. Et la raison principale pour laquelle nous avons beaucoup de managers experts, c'est qu'un des modes de sélection des managers, c'est l'expertise métier. On cherche des gens qui savent faire et on cherche rarement des gens qui savent faire faire. Or, être manager, ça n'est pas tant savoir faire que savoir faire faire. C'est l'équipe qui va accomplir l'œuvre commune de l'équipe. Si vous êtes capable de faire le travail seul, si vous n'avez pas besoin de collaborateurs pour accomplir et pour obtenir le résultat attendu, eh bien c'est une bonne nouvelle pour l'entreprise qui va pouvoir se séparer de vos collaborateurs. Vous voyez bien que si on vous a mis des collaborateurs, c'est qu'on estime qu'on a besoin d'eux. Et ça n'est pas juste une ressource ou une force de travail, mais ce sont aussi des personnes capables de développer des expertises particulières. Pourquoi c'est si difficile de ne pas être un manager expert quand on a été recruté sur ses compétences, ses expertises métiers? Eh bien, c'est parce que quand on est un expert, c'est aussi identitaire. On retire une certaine forme de fierté et très souvent de la reconnaissance de la part de son environnement. Vous voyez, les endroits où il est le plus difficile de manager aujourd'hui, c'est là où on a de nombreux experts. J'en veux pour exemple toutes les difficultés managériales qu'on retrouve à l'hôpital. Vous voyez que les personnes qui sont à la production sont les plus expertes. Elles ont du mal à mettre en cause ou à s'interroger sur leur expertise pour travailler à une œuvre commune. Alors comment faire pour éviter de tomber dans cet écueil? Bien, quand un collaborateur vient vous voir avec une problématique, en réalité, il y a 3 possibilités. La première, c'est qu'ils ne connaissent pas effectivement la solution, ils n'ont pas assez de connaissances, pas assez d'expertise métier pour le coup, et du coup, vous allez le chercher, le découvrir avec eux en leur posant des questions, et si à la fin, effectivement, ils ne savent pas comment faire, bien là, vous êtes tout à fait légitime pour dire, voilà comment je te propose de faire. Dans ces cas-là, vous avez le droit d'être dans la communication et d'être plus directif. Deuxième solution, et c'est généralement celle qui est la plus réelle, surtout quand vos collaborateurs sont depuis de nombreuses années dans l'entreprise, c'est la peur des conséquences négatives potentielles si je mets en œuvre une solution qui n'est pas celle jugée bonne par mon manager. Vous voyez, donc j'ai un problème, j'ai une idée, je sais que dans l'entreprise, quand on fait des erreurs, on se fait taper sur les doigts. Donc avant de mettre en œuvre ma solution, je vais aller demander à mon manager une certaine forme de protection, c'est-à-dire de lui demander en fait de s'engager lui sur la solution plutôt que de m'engager moi. Et comme ça, c'est lui qui assumera les risques. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est manager expert dans ces cas-là? Eh bien, le collaborateur vient nous demander comment je dois faire alors qu'il a une solution, et on lui dit non, non, vas-y, fais comme ça. Alors, vous voyez, pour désengager un collaborateur, il n'y a rien de tel. Pour désengager quelqu'un, si vous voulez être motivé pour mettre en œuvre une solution, vous serez beaucoup plus motivé si cette solution, elle vient de vous en partie, tout ou partie d'ailleurs de vous, plutôt que de mettre en œuvre une solution qui vous a été imposée. Donc la deuxième solution, c'est de faire attention à ce que chaque collaborateur puisse exprimer éventuellement ses idées, que vous co-construisiez avec lui une solution par rapport à une problématique, plutôt que de la lui imposer. Troisième solution, et celle-là elle est évidemment beaucoup plus compliquée, c'est que vous avez un désengagé actif, donc un collaborateur qui ne veut prendre aucun risque, ne veut s'engager en rien, et à chaque fois qu'il y a un problème, c'est finalement une bonne occasion pour lui de venir vous voir pour perdre du temps potentiellement, ou en tout cas pour éviter de mettre en œuvre des solutions. Dans ce cas-là, 2 possibilités, soit imposer, et là on est vraiment dans du directif, et on est peut-être aussi pas loin d'une certaine forme de sanction, en tout cas il faudra utiliser probablement ces outils-là à un moment ou à un autre, ou alors travailler, et je le recommande évidemment, à mettre en place un certain nombre d'entretiens pour voir comment est-ce qu'on peut essayer de réengager son collaborateur dans le projet collectif. Mais c'est une autre histoire et on en reparlera tout au long de ces conférences. Voyez, donc ces 3 possibilités-là, vous devez bien les identifier. Et alors pour les identifier, il y a un moyen extrêmement simple, c'est une question. À chaque fois qu'un collaborateur vient vous voir avec un problème, plutôt que de vous précipiter pour lui apporter une solution, même si vous la connaissez, même si vous avez l'expertise, posez-lui la question du « que proposes-tu ? Comment vois-tu les choses ?»
Et vous allez voir que ça va être étonnant. Alors la première réaction, je vous le dis tout de suite, hein, un certain nombre de vos collaborateurs vont vous dire ah, mais ce n'est pas mon rôle de trouver des solutions. Hein. On les a tellement habitués à être soumis et à être des exécutants que quand on va leur demander et essayer de travailler avec eux la mise en place de la coopération, il y en a beaucoup qui vont être extrêmement réticents. Et ça repose généralement beaucoup sur des peurs. Voilà, mais ça ne vous empêche pas d'être insistant. Hein. Et vous pouvez éventuellement insister, enfin travailler avec votre collaborateur, lui laisser le temps hein, de chercher une solution. Écoute, voilà, tu n'as pas de solution tout de suite, je peux le comprendre, parce que ma question est un peu surprenante, tu n'en as pas l'habitude, mais ce que je t'invite, c'est à réfléchir à des solutions, et puis à venir me revoir dans 5 minutes avec des solutions. Si vous avez affaire à quelqu'un qui est complètement désengagé, dans ces cas-là, vous êtes tout à fait légitime pour lui dire je comprends je comprends et j'accepte l'idée que tu ne veuilles pas trouver des solutions, mais dans ces cas-là, ça a une conséquence immédiate pour toi, c'est que quand je te demande quelque chose, eh bien, il faut que tu le fasses. Il n'y a pas de mystère, donc tu rentres dans cette peau de l'exécutant, et ça veut donc dire que tu acceptes d'exécuter mes ordres. Ça n'est pas discutable. D'accord ? Voilà, donc vous voyez cette posture du conseiller, hein, c'est une posture qui doit être très 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 observée aujourd'hui. Hein, je vous invite vraiment à vous questionner, à vous interroger, parce que si vous avez développé une posture d'expert, eh bien vous n'êtes pas forcément facilitant, voire vous pouvez être empêchant, vous pouvez être un des facteurs de démotivation et de désengagement de vos collaborateurs. Voilà, donc en résumé, la posture du conseiller, c'est une posture qui est la plus discrète possible. Hein. J'ai toutes mes connaissances comme des outils dans un établi, mais je n'utilise ces outils-là que en cas de stricte nécessité. Je ne développe pas une posture d'expert. Vous voyez, de même que dans la posture du guide, la posture du gourou est toxique, et bien dans la posture du conseiller, la posture de l'expert peut être toxique. Et par contre, le leadership qui va avec la posture du conseiller, c'est un leadership de connaissance. Vous voyez que si vous êtes dans certains milieux scientifiques, hein, une des manières de légitimer votre management, c'est d'avoir des gros diplômes. Hein. Si vous êtes docteur, et puis docteur, et puis docteur, évidemment que les collaborateurs, hein, si vous êtes professeur en médecine, eh bien, les collaborateurs développent aussi une certaine forme de fierté pour travailler avec vous, ce qui va vous légitimer. Je vous remercie beaucoup de votre attention, et avant de vous laisser, je vais vous donner un exercice à faire. Hein. Dès que vous le pouvez, autant que vous le pouvez, mettez en place cette question du que proposes-tu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un collaborateur va venir vous voir pour vous poser une question, demandez-lui quelle solution envisages-tu pour régler le problème. Et vous allez voir que ça va changer votre vie de manager. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère vous retrouver très bientôt. Et la prochaine micro-conférence sera sur la posture d'associé. Comment est-ce qu'on est un manager qui inclut un collaborateur dans le projet? Comment est-ce qu'on développe cette capacité à associer les collaborateurs au projet d'entreprise? À très bientôt.